Si chaque jour tombe dans chaque nuit, il existe un puits où la clarté se trouve enclose. Il faut s'asseoir sous la margelle du puits de l'ombre pour y pêcher avec patience la lumière qui s'y perdit. Un poème de Pablo Neruda. Il n'y a pas de hasard à la naissance d'un projet d'un roman. Un jour, mon fils m'annonce qu'il a trouvé un emploi au Chili, à Santiago, et qu'il part vivre au Chili. Directement me sont revenues des images inscrites dans ma mémoire, des images du début de mon adolescence, des images de torture d'hommes et de femmes emprisonnés et d'un putsch militaire qu'il y a eu en 1973. Mais pour en parler, laissons une des héroïnes de mon roman nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. De ce matin-là, il y a 41 ans, je n'oublierai jamais le silence. Un silence comme je n'en ai plus jamais entendu de semblable. Les oiseaux, le vent, l'air, tout était figé. Le temps lui-même était suspendu. Il allait se passer quelque chose. Malgré l'heure matinale, avec plusieurs camarades, nous étions rassemblés dans les cafés, dans des caves autour d'une radio. Incrédules, nous écoutions les informations. À Valparaiso, l'armée se soulevait contre le gouvernement. Certains sortaient dans la rue, témoignaient de soldats qui encerclaient le palais de la Moneda, de tireurs qui se postaient sur les toits. Et puis des chars. Et puis surgit du silence des avions. Ils ont bombardé encore. Le palais était en feu. Des tirs, des camarades tombaient. D'autres, plaqués au sol, étaient menottés dans le dos. À la radio, plus qu'une seule chaîne transmettait la voix du président Allende. Je suis sorti sur la place de la Constitution. J'ai vu des hommes et des femmes en file indienne, les mains sous la nuque. Ils quittaient le bâtiment en proie aux flammes. Les tirs ne cessaient pas. Fouillés, embarqués dans des camions. J'ai vu un ami s'effondrer sous les marches. C'était le 11 septembre 1973. La voix de Martha tremble. Ses bras restent accrochés à la balustrade. Pourquoi me raconter tout cela, Martha? Qu'est-ce que mon fils va découvrir de tout cela aujourd'hui en allant au Chili? Et d'une manière plus générale, au fond, qu'est-ce qui se transmet aujourd'hui, aux générations d'aujourd'hui, aux jeunes, de toute cette histoire récente qui s'est passée au Chili? En quoi est-ce que ces jeunes sont porteurs ou pas de l'histoire de leurs parents? Comment chacun essaye de se débrouiller aujourd'hui avec ce passé? Si j'ai voulu axer l'histoire de mon roman autour de Clarisse, une jeune fille qui se retrouve à Santiago au Chili, je vous laisse découvrir pourquoi, et qui croise sur sa route Martha, qui elle retourne pour la première fois au Chili plus de 40 ans après le putsch, j'ai aussi voulu intégrer la voix d'un officier du gouvernement de Pinochet, pour justement avoir ce regard pile et face sur l'histoire, car c'est avec ces tendances de gauche, de droite ou d'ailleurs que la population chilienne doit se débrouiller aujourd'hui. C'est avec ces tendances-là aussi que les jeunes doivent essayer de se construire. Donnons un instant la parole à cet officier du gouvernement de Pinochet. Des mois, des semaines, à devoir passivement subir ces marxistes révolutionnaires. Les voir s'organiser, comploter, s'opposer par la force à ce qui pouvait empêcher le pays de sombrer plus bas encore. Nous avions des listes de noms, nous les prenions en filature. Dès les premières heures, Victor Jara a été piégé dans une rafle au cœur d'une université. Ces universités devenues des repères d'illettrés, s'illusionnant de pouvoir accéder au pouvoir, à l'élite. Victor Jara était là, débarqué d'un camion avec la fermeté requise pour un troupeau qui devait apprendre à reconnaître ses maîtres.
Il se dissimulait, protégé par ses codétenus. Il affichait l'arrogance de ceux qui croyaient que cela ne durerait pas, que leur président les délivrerait. Un de mes hommes a reconnu celui qui, quelques semaines plus tôt, engageait la polémique lors d'un concert récupéré en meeting politique. Les yeux dans les yeux, les militaires restent avant tout des hommes. Jara allait servir d'exemple. Réflexe d'officier, s'attaquer aux propres armes de l'ennemi. Cette voix qui transcendait les foules. Pour tenter de répondre à cette question de ce qui se transmet, j'ai été à la rencontre de la communauté chilienne ici en Belgique. Ces hommes et ces femmes qui ont dû fuir à un certain moment et se réfugier en Belgique. Pour recueillir des témoignages vraiment très touchants et très questionnants, en leur demandant au fond, eux, qu'est-ce qu'ils transmettent aujourd'hui à leurs enfants. Et j'ai découvert que ça restait un sujet encore très tabou. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller à 2 reprises à Santiago au Chili et même plus loin dans le pays pour essayer de m'imprégner des émotions et des sensations qui traversent et qui transpercent des murs sur les lieux de la mémoire au Chili. Et je vous amène notamment, à travers le livre, à la Villa Grimaldi. Vous sentez le parfum des roses, enchaîne Sarah. En cercle autour de la pièce d'eau, des parterres de roses multicolores s'offrent au regard. Ancré dans leur mémoire, pour certains anciens prisonniers, ce parfum évoque un signe de vie qui les soutenait durant la terreur. Pour d'autres, il est marqué de la répression et de la souffrance, poursuit Sarah. Pourquoi des roses? Aujourd'hui, la roseraie rend hommage aux femmes mortes et disparues à la Villa Grimaldi, dans les autres centres de torture ou au cours du terrorisme d'État des années 1980. Les familles et les proches de ces femmes ont offert ces roses et en prennent soin. Ces noms sous les médaillons, interroge Martha. Ceux de femmes disparues ou mortes. Certains n'ont pas de nom et représentent les victimes inconnues. Il y a plus de 200 roses. Vous avez vu le texte gravé dans la mosaïque de la vasque, interroge Sarah. Nous étions toutes destinées à être reines. Texte Gabriela Mistral. La découverte des lieux de la mémoire au Chili m'a aussi amené au cœur du désert d'Atacama, dans une ville qui s'appelle Chacabuco, une ancienne ville minière qui a été utilisée comme camp de prisonniers pendant le putsch. Martha prend une poignée de sable qu'elle laisse s'envoler, grain par grain. Son visage rayonne de tendresse. Clarisse pose le bout du pied sous les lattes branlantes à l'entrée de la maison devant laquelle Martha s'est arrêtée, le numéro 48. « Non, n'y allez pas, intervient brusquement Martha. C'est notre maison. Regardez, il y a notre nom. » Clarisse découvre sur le mur décrépit jaune pâle des lettres qu'on devine écrites d'un morceau de bois. Martha et Sébastien. L'ardeur du soleil lui pique les yeux quand elle imagine les 18 lits métalliques superposés, la chaleur, le froid, les odeurs, la promiscuité. Clarisse ne reconnaît plus Martha, ses émotions contrôlées, sa détermination à rester maître des événements. Clarisse décide de laisser Martha à l'intimité de retrouvailles avec un passé qu'elle ne soupçonnait pas. Clarisse poursuit son chemin jusqu'à un trou béant dans le mur de l'enceinte. À perte de vue s'étend la frontière naturelle du désert. S'échapper à pied signifie la mort. Le vent n'accorde aucun répit. La rencontre entre Clarisse et Martha se poursuit en Belgique, et notamment dans un local où se réunit la communauté chilienne.
Assise en retrait sur un haut tabouret, Clarisse ne voit que l'arrière des têtes. La dominance noire des cheveux ne reflète pas les marques du temps. De profil, un nez aquilin, un nez droit, un autre épaté s'offre à son indiscrétion. Il y a 45 ans, ces femmes et ces hommes battaient-ils tous le pavé au même rythme? Le poing gauche levé, reprenaient-ils tous en chœur, à en perdre la voix, les textes militants du troubadour des sans-voix, abattus dans les premières heures du putsch? Combien de ces corps sont-ils marqués de séquelles indélébiles par les coups de l'ennemi? Quelle force anime ces mêmes corps, ces mémoires qui n'ont rien oublié, pour rire, boire, chanter, vivre aujourd'hui. Clarisse frémit, retient son souffle. Elle se sent si petite. Écrire un roman à partir de faits historiques réels, c'est toujours se poser sous l'influence de mon propre regard sur mes rencontres avec cette communauté chilienne ici en Belgique et au Chili, sur mes lectures, les films que j'ai vus, mon propre regard en tant que femme, en tant qu'auteur. Avant de vous laisser à votre propre quête à travers les pages de Pile et Face, je voudrais partager quelques lignes de ce qui n'est pas un épilogue. Au nom d'un ennemi individuel ou collectif, jusqu'où pourrions-nous transgresser nos frontières, compromettre nos valeurs, nos certitudes? Pour qui? Pourquoi? Clarisse et Martha m'ont devancé sur le chemin de la quête du sens et du non-sens des choix dans une vie. En posant le point final de ce roman témoignage, j'avoue ne pas être en mesure d'affirmer une réponse qui ne serait que théorique à mon questionnement. Tout juste oserais-je espérer que. Bonne lecture de ce roman Pile et Face paru aux éditions Academia, et je les remercie pour leur confiance, et je vous invite aussi à découvrir mes autres publications. Bonne route à vous. Merci Medil Benjamin. À bientôt.